Bonjour à tous et bienvenue au Golden Promise Whisky Bar dans le 2e arrondissement de Paris. Je suis Mathieu Accard, expert à la maison du whisky, et aujourd'hui on va faire un tour du monde des whiskies à l'occasion du calendrier de l'Avent des whiskies. Quand on pense au mot whisky, la première chose qu'on imagine, c'est principalement l'Écosse, ses lochs, ses pelouses verdoyantes. Peut-être que pour certains d'entre vous ça évoque également l'Irlande, voire, pour les plus connaisseurs, le Japon et les États-Unis. Mais en fait, depuis la fin des années 90, on produit du whisky à peu près partout. Chaque année, de nouvelles distilleries fleurissent tout autour du monde. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir au moins 9 nations différentes qui produisent des expressions singulières de whisky. Et le tout en 24 minutes chrono. On va commencer par une destination assez inattendue, puisque nous allons débuter notre voyage par la France, avec le whisky Armorique Sherry Cask. Armorique, c'est une marque extrêmement particulière pour les amateurs de whisky français, puisque c'est à Lannion, à la distillerie Waregem, que l'histoire du whisky français débute il y a de ça plus de 40 ans. Effectivement, c'est en 83 qu'un pharmacien décide de se lancer dans la production de whisky, alors que tout semble lui dire que c'est une mauvaise idée. Finalement, 40 ans plus tard, le whisky français est un vrai succès, porté par des marques comme Armorique, un single malt vieilli dans des fûts de sherry, avec un profil aromatique somme toute assez classique. On est sur la double distillation, façon écossaise, du vieillissement traditionnel. Ça donne un whisky biologique qui est très doux, des notes de cacao, des petites notes de fruits secs, un vrai plaisir en dégustation, particulièrement en fin de repas. Je vous propose de poursuivre avec un autre whisky assez singulier et qui n'est pas totalement étranger à ce qu'on disait avant. Effectivement, Waterford, cette magnifique bouteille bleue, c'est un projet qui a été porté par Mark Reynier en Irlande et qui se propose de découvrir qu'est-ce que la notion de terroir revêt dans le monde du whisky. Effectivement, c'est une notion qui est très à la mode, mais est-ce qu'on peut dire qu'un whisky a un goût différent d'une parcelle à une autre? Pour le savoir, Mark Reynier va travailler avec énormément de fermes différentes et travailler sur différents whiskies qu'il va proposer dans une très large gamme. De manière à rendre les choses plus accessibles et plus compréhensibles, la cuvée Argo se veut être la cuvée emblématique de la distillerie Waterford. Ici, on retrouve tous les marqueurs qu'on a dans les différents embouteillages, c'est-à-dire un franc goût de céréales, des notes vraiment sur la matière première, avec quelques petites notes de fruits également, et ici, une très subtile note de fumée qui rend les choses encore plus plaisantes. On a parlé de France, puis d'Irlande, il est grand temps de parler d'Écosse. On prend la direction du grand large puisqu'on va aller loin, très loin, dans les Hébrides extérieures, des terres qui sont extrêmement reculées, où il y a très peu d'habitants et où pourtant un whisky exceptionnel est en train de voir le jour. Je parle bien sûr de The Irak. Irak, c'est le nom qu'on donne aux habitants de l'île d'Aris. L'île d'Aris nous avait déjà offert un très beau gin les années dernières. Aujourd'hui, il signe une nouvelle bouteille magnifique avec un whisky légèrement tourbé, autour de 12-15 ppm, avec de francs accents salins qui fonctionnent à merveille avec ce côté toffee, fruits secs, notes d'abricot confit, qui en font un produit extrêmement riche et très complet. Retour en France, je vous ai parlé tout à l'heure de la distillerie Waregem et du single malt Armorique, un single malt somme toute fait un peu à l'écossaise. Il faut savoir que le deuxième projet qui se lance en France à la fin des années 90, en 98, à la distillerie des Menhirs, prend totalement le contre-pied. Et d'où c'est un whisky extrêmement singulier, puisque c'est le premier whisky au monde fait 100% à partir de blé noir. Un choix qui embarque beaucoup de conséquences. Il faut savoir qu'en termes de production, le blé noir c'est à peu près 4 fois plus cher que l'orge, est extrêmement compliqué à travailler. Mais une chose est sûre, ça vaut vraiment le coup. On est sur un produit vieilli 5 ans en fût de cognac qui brille par de francs arômes de citron confit, des petites notes boisées assez équilibrées, et bien sûr ce petit côté un peu pâte à crêpes sarrasin qui est finalement ce qu'on attend quand on boit un verre de Hédu. Alors on va changer un petit peu de climat, puisque le whisky c'est aussi quelque chose qui est extrêmement influencé par son climat. Jusque-là on était dans des climats plutôt tempérés. On a parlé de l'Irlande, de la France, mais que se passe-t-il si on fait vieillir du whisky dans un climat tropical? C'est une question qui a été posée assez vite par la distillerie Amrut, qui s'est lancée dans la production d'un whisky au centre de Bangalore, en Inde. Alors à Bangalore, il fait chaud, il fait humide, et le whisky vieillit d'une manière extrêmement différente. Si vous voulez, quand vous posez un fût de whisky en Écosse, vous perdez 1 à 2% de votre whisky tous les ans. Ici, on est plutôt entre 10 et 12%. C'est ce qu'on appelle le vieillissement tropical. C'est une perte assez importante, mais la contrepartie est intéressante. On a ici un whisky qui est assez jeune et qui pourtant est extrêmement mature, extrêmement riche, franchement boisé. En plus, dans cette édition-là, Fusion, on est sur un assemblage d'orge tourbée écossaise et d'orge indienne qui vient des contreforts de l'Himalaya. Cet assemblage permet d'avoir une richesse, une complexité aromatique, un whisky qui est tourbé mais pas trop, qui est franchement épicé, qui vraiment surprend par sa qualité.
Alors, je vous en avais parlé en introduction, mais évidemment, il y a le Japon comme pays producteur de whisky. Et le Japon, en plus, il tient une place un peu particulière. Ça a été finalement le premier pays, au début des années 2000, à prouver au monde entier que c'était possible de faire du whisky ailleurs qu'en Écosse, en Irlande ou aux États-Unis. C'est un petit peu la 4e nation du whisky. Et ce succès du whisky japonais a largement été porté par cet embouteillage iconique dans ce flacon extrêmement épuré de chez Nikka. Nikka From the Barrel, c'est vraiment un produit assez exceptionnel, parfaitement équilibré, très riche. On est à 51,4 degrés et pourtant on a une rondeur, un gras, un toucher de palais qui évoque une crème brûlée qu'on aurait laissé brûler un petit peu trop, mais à dessein. Vraiment un produit très très gourmand qui peut être bu net sur glace, voire en highball, c'est-à-dire comme le font les Japonais, allongé d'eau pétillante, de manière à avoir une boisson fraîche et rafraîchissante pendant les jours d'été. Je vous ai parlé un peu plus tôt de l'île d'Aris, mais si je vous parle d'une île et d'Écosse, la majorité des gens vont s'attendre à entendre parler de l'île d'Islay. Effectivement, l'île d'Islay, c'est une île qui est extrêmement importante pour les amateurs de whisky, puisque c'est celle qui produit les whiskies les plus tourbés au monde. Tourbé, ça veut dire franchement fumé, avec des notes de cendre, de bacon grillé, des choses extrêmement riches. L'un des assemblages les plus iconiques de l'île d'Islay, c'est probablement le Big Pit, un assemblage de 4 distilleries, Ardbeg, Caol Bowmore et même l'illustre Port Ellen. Dans cet assemblage, vous avez un produit qui est extrêmement iodé, extrêmement tourbé, servi dans un packaging avec un personnage ici qui s'appelle Pete, mais il faut savoir que Pete, P-E-A-T, c'est tout simplement le mot anglais pour dire tourbe. Un produit extrêmement riche qui tient ses promesses pour les amateurs de sensations fortes et d'une tourbe franche et saline. Alors poursuivons avec une autre île, et cette fois-ci une grosse île, qui a vu naître un projet extrêmement singulier en 2007 à Melbourne. Je pense au projet Starward. Alors ici, rien à voir avec la saga cinématique culte, on est sur un whisky qui est extrêmement fruité, extrêmement rond, qui utilise des vieillissements en fût de vin. Leftfield, c'est un peu leur entrée de gamme, c'est un produit qui va permettre de faire découvrir quelque chose d'exotique. Et quand je dis exotique, on est vraiment sur les fruits tropicaux, les notes de mangue, de kaki, un peu de pommes caramélisées. C'est un produit comme nul autre, mais extrêmement flatteur, qui en fait le très bon porte-voix du whisky australien. Retour en Écosse pour découvrir une véritable licorne du whisky. Une distillerie qui finalement est très peu connue puisqu'elle a eu un rôle un peu ingrat jusqu'à présent, qui était d'améliorer les whiskies d'assemblage. C'est-à-dire qu'on se servait de ce distillat-là en petite quantité pour améliorer des blends et les rendre tout à fait plaisants. Cette distillerie, c'est Fettercairn, qui est sorti de l'ombre assez récemment grâce à la maison White & Mackay, qui a proposé il y a peu les premiers embouteillages officiels. Cette bouteille est particulièrement intéressante parce qu'elle met en avant un aspect important de Fettercairn, qui est celui du reflux. Sur l'alambic de Fettercairn, pendant qu'on distille, on fait couler de l'eau le long des parois. Ce procédé permet d'accélérer le reflux, c'est-à-dire tout simplement de créer une eau de vie qui soit plus douce, plus délicate, plus facile d'accès. On a un produit de 12 ans ici, qui est d'une suavité assez exceptionnelle, qui est vraiment un grand classique des Highlands, tout en ayant une vraie singularité. Pensez à un whisky très léger, fruité, avec des notes ici de fruits, plutôt fruits blancs, pêche, pommes, fruits du verger. Un produit exceptionnel qui termine par aussi des petites notes de cacao et un léger côté torréfié que moi j'aime particulièrement. Traversons maintenant l'Atlantique pour découvrir la boisson nationale américaine avec le Bourbon, bien entendu. Alors le Bourbon, c'est une histoire un peu originale parce que Bourbon, finalement, ça évoque un petit peu la couronne des Bourbons, dont le dernier représentant a été Louis XVI, et une histoire qui s'est pas très bien terminée. Néanmoins, avant ça, la couronne française a porté assistance aux États-Unis, notamment dans leur guerre d'indépendance. C'est pour ça que le gouverneur du Kentucky a décidé de nommer un petit comté de la région, le comté de Bourbon, et c'est ce comté-là qui va donner le nom à la boisson nationale américaine. Finalement, le Bourbon, c'est un peu français. Ici, vous pouvez découvrir une expression vraiment emblématique de ce qu'est le Bourbon, c'est-à-dire un assemblage principalement fait de maïs, de seigle et d'orge, et sur un produit qui est marqué par le vieillissement dans le chêne neuf américain. C'est un élément qu'on a tendance à sous-estimer. Souvent on pense Bourbon, on pense le maïs, et c'est effectivement un marqueur aromatique central, mais le second, c'est qu'on utilise uniquement des barriques neuves et des barriques de chêne américain. Le chêne américain, il a deux propriétés. Un, il grandit très vite. En 90 ans, vous avez un chêne qui arrive à maturité. Alors 90 ans, ça peut vous paraître long, mais dites-vous qu'en France, un chêne pédonculé ou un chêne sessile, c'est plutôt autour de 180 ans avant d'arriver à maturité et de pouvoir être utilisé en tonnellerie. La seconde chose intéressante sur le chêne américain, c'est qu'il est extrêmement riche en whisky lactone, entendez des arômes de coco, et en vanilline, bien sûr, des arômes de vanille. On est vraiment là-dessus, du maïs soufflé, de grandes louches de noix de coco et de vanille, un produit qui est très satisfaisant, très rond,
Vraiment, très très belle expression du whisky américain. Mais aux États-Unis, avant le bourbon, il y avait le whisky de seigle, le rye whisky. Et ceci pour une raison assez simple. En fait, les colons, lorsqu'ils sont partis au Nouveau Monde, ils n'avaient aucune idée du climat qu'ils allaient trouver. Dans tous les cas, il fallait qu'ils puissent produire du whisky. Aussi, à fond de cale, ils ont embarqué une céréale qui est extrêmement robuste, qui pousse, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Ils ont embarqué avec eux le seigle. C'est pour ça que le whisky américain, jusqu'à la Prohibition, est plutôt un whisky de seigle, un whisky particulièrement rustique. Car oui, le seigle a cette propriété de donner au whisky de francs arômes d'épices. C'est un style qui était tombé un petit peu en désuétude et qui, depuis quelques années, connaît un vrai regain d'intérêt, parce que ce sont des whiskies extrêmement riches aromatiquement. Ici, Templeton, dans son expression de 6 ans d'âge, en est un parfait exemple. Très riche, avec des notes d'agrumes confits, d'épices, c'est un produit qui fonctionnera très bien en dégustation, voire en mixologie. Je vous recommande un Manhattan avec celui-ci, c'est du plus bel effet. Amateurs de whisky fruité, le prochain whisky est pour vous. On va partir dans une région dont on n'a pas encore tellement parlé jusqu'à maintenant, avec un produit d'assemblage, un blend signé Compass Box. Ne vous inquiétez pas, c'est un blend, mais un blend de très très grande qualité. Déjà parce que Compass Box, dans les années 2000, lorsqu'ils se lancent dans la production et dans l'assemblage, ils ont une idée en tête, redorer l'image du blend. Aujourd'hui, 24 ans plus tard, force est de constater que ça a été un vrai succès. La maison jouit d'une aura d'exception qui est largement méritée. Ici, on est sur un assemblage uniquement de whisky de malt, un blended malt en somme. Un assemblage donc de 2 whiskies du Speyside et d'un whisky des Highlands. Le Speyside, c'est une région assez particulière puisqu'elle regroupe la plus grosse densité de distilleries au monde et elle produit des whiskies qui sont particulièrement fruités. Ici, on va retrouver les classiques fruits du verger qui fait que Orchard House mérite bien son nom. Pour le coup, on a de la poire, on a des fruits du verger, on a de la pomme, on a des notes de raisin frais. Et le tout est relevé par une distillerie assez iconique qui s'appelle Clynelish, qui elle se situe dans les Highlands et qui va ramener ce petit côté, cette petite note de cire d'abeille extrêmement élégante qui donne à ce produit une complexité et une tenue absolument exceptionnelle. Très très bon whisky de dégustation. Si vous n'êtes pas convaincu par les blends, essayez-le, vous devriez être rapidement convaincu. Alors, reprenons la mer et reprenons la direction des îles. Effectivement, on va découvrir une nouvelle île qui produit du whisky, et peut-être répondre à cette question un petit peu étonnante. C'est vrai qu'en Écosse, il y a beaucoup de distilleries qui sont situées sur des îles. Pourtant, d'un point de vue logistique, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même pas la chose la plus simple. Et bien en fait, ceci tient à l'histoire. À l'époque où le whisky était illégal ou soumis à de très fortes taxes, les Écossais allaient se cacher dans des îles pour produire leur boisson préférée et être loin de ce qu'on appelait alors l'exciseman, le préleveur d'impôts. Cette tradition est restée, et sur l'île d'Arran, il n'y avait que des distilleries illégales jusqu'à ce qu'il y a peu. En 1995, on découvre la distillerie Arran, puis plus récemment, le produit Lag, toujours porté par un Arran Distillers. Alors Lag, c'est le nom d'un petit village qui est situé dans le comté de Kilmorey. Le comté de Kilmorey se situe au sud de l'île, et Lag, c'est un projet pour Arran Distillers de produire une expression franchement tourbée, c'est-à-dire au-delà de 50 ppm. Le tout vieilli dans un fût de bourbon pour bien garder cette tourbe au centre. Ça donne un produit qui est très très cendré, avec des petites notes d'agrumes, un point iodé, mais un vrai côté un peu bacon grillé. On est sur quelque chose de très animal, de très très intense en termes de tourbe. Bref, un produit qui n'a rien à envier au whisky de l'île d'Islay et qui saura ravir les amateurs de tourbe. En Grande-Bretagne, il n'y a pas que l'Écosse et l'Irlande du Nord qui produisent du whisky. Les Anglais ont eux aussi voulu montrer qu'ils savaient y faire en matière de single malt. Et pour ça, Daniel Zor a choisi une région particulièrement élégante puisqu'il s'est installé en 2014 dans les Cotswolds, cette petite chaîne de collines assez typique des paysages de la campagne anglaise, pour produire son single malt qui porte le nom assez logique de Cotswolds également. La chaîne des Cotswolds, c'est un endroit magnifique avec une terre extrêmement riche qui lui permet de faire grandir une orge sur place, une orge locale, extrêmement riche, qu'il va distiller dans des petits pots still avant de l'élever dans des fûts de bourbon de premier remplissage, puis dans des fûts de vin. Il en résulte un produit qui est assez original finalement, puisqu'il a ce côté fruits noirs, fruits rouges, quelque chose de très élégant qui fonctionne bien avec le côté vanillé qui a été apporté par le vieillissement en fût de bourbon. On est sur un produit très équilibré qui montre que, en Grande-Bretagne, les Anglais aussi savent y faire en matière de whisky. Si vous suivez cette vidéo à l'occasion du calendrier de l'Avent des whiskies, alors il doit faire un petit peu froid en France. Je vous propose de repartir sur un climat chaud
et de retourner sur un climat tropical, puisque cette fois-ci, on va prendre la direction de Taïwan, avec la distillerie Kavalan, qui tire son nom d'une petite tribu qui était installée localement, et qui aujourd'hui est le nom de la distillerie assez emblématique, la première distillerie de l'île, qui a été récemment rejointe par une seconde distillerie. Kavalan, c'est un produit vraiment unique, puisqu'on est sur des gens qui avaient très vite compris que le vieillissement tropical provoquant une perte annuelle extrêmement importante, il fallait qu'ils sélectionnent des fûts de première qualité. Pour cela, dès le début du projet, le Dr Jim Swan, un nom extrêmement connu des amateurs de whisky, est venu pour s'assurer que la distillerie se source bien. Donc ici, imaginez, vous avez un vieillissement extrêmement rapide, extrêmement accéléré, les plus belles barriques au monde, et le tout donne un single malt vraiment exotique. Ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, quand vous buvez un whisky de Taïwan, vous vous attendez à quelque chose d'un peu inattendu. Là, vous y êtes. Salade de fruits exotiques, relevée par des petites notes florales d'orchidées, et le tout souligné par un soupçon de vanille. On est sur un produit très très satisfaisant. Un peu plus tôt, on a découvert les assemblages avec Compass Box. Je vous propose de retourner au Japon et de découvrir un autre style d'assemblage avec un World Blend fait par Ichiro Akuto. Ichiro Malt and Grain, comme son nom l'indique, c'est du malt. En général, quand on dit du malt, on entend du malt d'orge et du grain. Quelque chose qui est quand même très intéressant sur les whiskies de grain, et particulièrement les whiskies de blé, c'est qu'ils sont extrêmement suaves, même à bas degré, ici à 46 degrés. Vous avez ce côté un petit peu huileux en dégustation, qui fait que ce sont des whiskies simples, mais extrêmement satisfaisants. Ça en fait une très bonne base pour ajouter quelques single malt, quelques épices, qui vont permettre d'avoir un produit qui est somme toute assez riche et assez complexe. Ici, on est vraiment sur une très belle expression, donc signée par Ichiro Akuto, qui est aussi le fondateur de Shishibu, et qui a hérité notamment des stocks de Hanyu, et qui est probablement le premier artisan du renouveau du whisky japonais, et qui met son nom sur un produit qui mérite d'être découvert. En retour en Irlande, l'Irlande, dans le monde du whisky, c'est une histoire un peu particulière. Car, voyez-vous, au début du siècle dernier, l'Irlande était en position ultra dominante. Ils exportaient énormément aux États-Unis et le whisky irlandais était reconnu comme le meilleur whisky au monde. Je vous parle donc du début du XXe siècle. Simplement, l'Irlande a connu un siècle assez compliqué, donc il y a eu les guerres mondiales, bien entendu, mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Mais il y a aussi eu la guerre d'indépendance, qui fait que certains marchés se sont fermés et que finalement, en un siècle, le whisky irlandais s'est vraiment réduit comme peau de chagrin jusqu'à n'avoir plus que 3 distilleries à la fin du siècle. Cette histoire aurait pu se terminer mal. Bien heureusement, depuis les années 2000, il y a un renouveau en Irlande et beaucoup de jeunes distilleries proposent de redécouvrir le style traditionnel irlandais. Ici, on va parler du single pot still avec un produit de la distillerie The Shed Drumshanbo. Le single pot still, c'est un style très particulier qui est hérité d'une histoire assez amusante. Effectivement, à l'époque, la taxe sur le whisky portait sur l'orge maltais. En fait, on taxait pas le whisky, on taxait la quantité d'orge maltais. Les Irlandais, qui n'avaient pas spécialement envie de donner de l'argent à la couronne, se sont dit que qu'à cela ne tienne, ils allaient mélanger de l'orge maltais et de l'orge non maltais pour produire leur whisky à eux. Le single pot still permet aussi d'utiliser une troisième céréale, et ici, ce sera le cas chez Drumshanbo avec une petite pointe d'avoine. L'ensemble est mis donc dans un pot still, un grand alambic traditionnel, et en général on distille 3 fois. Cette troisième distillation va permettre d'avoir des whiskies qui sont particulièrement suaves. Ici, chez Drumshanbo, on a une triple distillation, un peu d'avoine, de l'orge maltais et de l'orge non maltais, et le résultat c'est un whisky extrêmement élégant, extrêmement délicat, qui brille par des notes de confiture de figue, des petites notes un peu confiturées comme ça, une pointe de vanille. On sent les deux influences, un vieillissement fût de Bourbon, vieillissement fût de Sherry, qui signe un produit qui est encore vraiment très complet, très satisfaisant et qui tient sa promesse, c'est-à-dire des whiskies complexes mais simples à boire. C'est ça le whisky irlandais. On va prendre la direction de la France, et cette fois-ci du sud-ouest de la France, pour vous parler d'un produit très singulier, parce que c'est un produit qui est vraiment fait d'une manière inédite, qui est le whisky argile de la distillerie Castan. Alors je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo autour des whiskies français, mais pour revenir dessus, c'est un produit qui a différentes spécificités. Il est 100% français et fait avec de l'orge locale. Il est distillé dans un alambic extrêmement particulier, qui est un alambic à vase. En fait, ces alambics étaient des anciens alambics ambulants, qui étaient vraiment tirés par des tracteurs et qui sillonnaient les campagnes françaises pour aller produire ici une eau de vie de poire, là un marc de raisin. Et cet alambic-là a été mis en position fixe à la distillerie Castan à Villeneuve pour produire le single malt Villanova, le nom de la ville en occitan tout simplement. Argile, c'est un distillat d'orge tourbé, vieilli dans des fûts de vin. On retrouve donc une dualité très intéressante avec ces petites notes un peu fumées, un peu cendrées, et en même temps quelque chose de très chaleureux, vraiment des notes de groseille, de fruits rouges. Ça donne
Quelque chose de très très innovant, mais particulièrement plaisant. Retour sur l'île d'Islay où je vous avais parlé d'un assemblage iconique avec Big Pete. Cette fois-ci, on va parler d'un single malt avec la distillerie Kilchoman. Ouverte en 2005, elle a longtemps été la plus jeune distillerie de l'île d'Islay. Il s'agit d'une distillerie un peu particulière car elle s'est adossée à une ferme et elle produit une partie de son orge. Ici, dans l'édition Saneg, vous avez un whisky qui tire un petit peu sur l'influence des fûts de sherry. Ce qui est assez intéressant sur Kilchoman, c'est que quand vous regardez le packaging, eh bien, déjà vous avez une excellente représentation de l'île d'Islay qui, mise à l'envers, est en fait un cœur. Et en plus, vous avez également l'influence des types de fûts, ici le bourbon et le sherry. Donc on peut voir ici qu'on a deux vieillissements, mais que c'est clairement le fût de sherry qui domine. Et qui dit fût de sherry, dit franche note de caramel, note de raisin de Corinthe. Ça fonctionne extrêmement bien avec les notes de fumée, d'orge, maltais, ce côté très tourbé. Et ça en fait un produit incontournable pour les amateurs de l'île d'Islay. Retour aux États-Unis avec un bourbon assez emblématique, le Old Bastard. Alors vous pouvez voir sur la bouteille que vous avez un petit cheval sur le côté. Ben c'est normal, en fait, Old Bastard, c'est le nom d'un pur sang américain qui était un vrai champion de course dans les années 50 et qui a donné son nom à ce bourbon. Plus prosaïquement, ce bourbon-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bourbon qui fait vraiment la part belle au maïs. Et le maïs, c'est la rondeur, c'est le côté vraiment dufteux. Ici, 72% du mash bill, le mash bill c'est la recette, hein, les différentes céréales, est composé de maïs. Ça en fait le parfait whisky à boire le soir de manière un peu décomplexée, pourquoi pas sur glace même. Un bon bourbon vraiment classique. Alors direction le Japon de nouveau, mais pas dans les régions chaudes, non, bien au contraire, on va aller tout au nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido, qui abrite la distillerie Yoichi. Alors, Yoichi, c'est une histoire assez singulière, puisqu'il faut savoir que le whisky japonais a été lancé par Masataka Taketsuru, qui était alors un jeune étudiant, parti en Écosse en 1918, retour au Japon 2 ans plus tard, avec une passion pour le whisky, une femme écossaise qui s'appelait Rita, et l'envie de monter vraiment une distillerie de whisky un peu traditionnelle au Japon. Alors il était dans un groupe qui ne lancera pas de distillerie de whisky, alors il va se rapprocher de Shinjo Tori et lancer la première distillerie japonaise avec Yamazaki. Puis il va décider de prendre un petit peu sa liberté et se diriger vers le nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido, sur laquelle il retrouve un paysage qui lui évoque vraiment ce qu'il avait vu lorsqu'il était en Écosse. C'est ici qu'il fonde la distillerie Yoichi, qui est une distillerie qui n'a pas changé ses process de production depuis. Finalement, chez Yoichi, on a un whisky presque plus écossais que les Écossais. Parce que pendant que les Écossais modernisaient à tour de bras leur distillerie dans les années 60-70, Yoichi, elle, n'a pas bougé. On distille encore au feu de bois à Yoichi. Un single malt vraiment exceptionnel, avec un léger voile de fumée, des notes de fruits frais, hein, vraiment de la pomme fraîche, de la poire. Ce petit côté, ce petit voile de fumée, c'est vraiment un produit exceptionnel. Je vous parlais aussi du highball, il faut le tester en highball, ça marche très bien. Et c'est vraiment un single malt incontournable du Japon. Alors, en Grande-Bretagne, on a parlé des Écossais bien entendu, on a aussi parlé des Anglais, mais on n'a pas encore parlé d'une nation qui mérite qu'on s'y attarde, le Pays de Galles. Ici, vous avez légende, l'introduction, on va dire le produit vraiment emblématique de la distillerie Penderyn, qui brille par le dragon gallois rouge qu'on peut voir sur l'étiquette, et qui est un produit assez singulier, notamment parce qu'il a été créé et distillé dans un alambic Faraday. Un alambic Faraday, c'est un alambic extrêmement haut, qui dispose de plateaux, et qui va produire plein de micro-distillations successives, permettant d'avoir un whisky qui soit très doux et très fruité. Et oui, l'alambic Faraday tire son nom de David Faraday, petit-fils de l'inventeur victorien Michael Faraday. Dans l'expression classique, vous avez un vieillissement en fût de bourbon et un léger finish en fût de madère. On est vraiment sur un produit suave, délicat, facile d'accès, très vanillé, très maltais, assez élégant et qui pourra plaire vraiment à un large nombre. Au nord de l'Écosse, dans le comté de Wick, se situe la petite ville de Pulteney Town, une ville qui doit son existence notamment à Joseph Huddart, une figure locale qui avait alors aidé la compagnie de pêche locale à monter cette ville. Et en Écosse, si vous avez une activité économique, ici la pêche, là vous avez mécaniquement une distillerie qui est adossée. Et oui, il faut bien produire à boire pour tous ces travailleurs. Old Pulteney, c'est le maritime malt. C'est une inscription qui est marquée sur la bouteille et qui n'est vraiment pas usurpée. C'est un single malt qui brille vraiment par ce côté iodé, salin, sans pour autant être tourbé. Aucune trace de fumée, on est vraiment sur quelque chose qui se concentre vers la mer, vers ces notes un peu iodées, qui fonctionnent très bien avec ce caramel. Enfin,
Je vous dis aucune trace de fumée. Pour cette version-là, c'est un petit peu différent, puisqu'on a un vieillissement dans des fûts qui ont contenu du whisky tourbé. Vous avez donc une trace de tourbe, mais une tourbe indirecte, une tourbe qui a transité par le bois avant d'être restituée de manière extrêmement délicate dans le single malt. Un produit tout en élégance qui va permettre de découvrir des saveurs un petit peu nouvelles à des gens qui n'y sont pas habitués. Je vous propose de conclure par une distillerie historique des Highlands. Après tout, c'est chose normale puisque c'est quand même un petit peu le berceau du whisky, 1492 pour le début, les premières traces écrites de whisky en Écosse, avec le single malt Dalmore Sherry Cask Select. Alors une question qu'on pourrait se poser tout de même, c'est pourquoi autant de fûts de sherry en Écosse? Le sherry, c'est un vin andalou qui semble assez loin de sa terre natale lorsqu'il est utilisé pour vieillir du whisky. Eh bien, on raconte que c'est Sir Francis Drake qui aurait gagné une bataille à Cadix, et lors de cette bataille, il aurait ramené en tribu pas mal de fûts de sherry avec lui, et que c'est depuis que la bourgeoisie de Grande-Bretagne serait tombée amoureux de ce goût assez particulier qu'ont les vins de la région de Jerez en Espagne. Les Écossais, pragmatiques, ont très vite vu dans ces fûts vides qui étaient laissés à l'abandon une manière de bonifier et en tout cas d'apporter une dimension supplémentaire à leur whisky. Ici, on est sur un produit d'une élégance, vraiment c'est parfaitement ciselé. Premier vieillissement en fût de Bourbon, second vieillissement dans 3 types de sherry différents pour un produit d'une intensité extrêmement présente, vraiment avec cette petite note de confiture d'orange, de chocolat, légère note de torréfaction. Une version, ici sur le Sherry Select, encore plus intense que le 12 ans classique. À votre santé. Et bien voilà, pari réussi, nous avons fait un sacré tour des whiskies du monde, et ceci en 79 jours, 23 heures et 36 minutes de moins que Phileas Fogg. Alors, je vous invite à joindre la pratique avec le calendrier de l'Avent des whiskies, et puis à continuer à découvrir peut-être d'autres nations qu'on n'a pas évoquées, la Suède, le Danemark. Continuez à explorer le monde du whisky, c'est quelque chose d'extrêmement vivace, d'extrêmement vivant. On découvre des nouveaux arômes et des nouvelles choses tous les jours, et ça, c'est franchement passionnant. Santé à tous!